Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Gomer. Nous allons parler du journal Pilote. Là, je suis en train de montrer les années Pilote, 59-89, aux éditions d'Argo. Mais on va aussi... Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors, on va évoquer aussi un livre où vous êtes co-auteur. Ce livre, il s'agit de Pilote, la naissance d'un journal, aux éditions La Déviation. Et eh bien, ce très beau livre, avec plein d'illustrations, a eu la mention spéciale du prix Papier Nickelé qui décerne chaque année une collection complète à un ouvrage qui étudie le dessin imprimé. Et là, le jury Papier Nickelé a décidé de faire une mention spéciale pour finalement la contribution de votre quatuor. Il y a Michel Lebailly, éditeur, Clément Lemoine, journaliste, Christian Castelnic, qui est un grand amateur, et vous. Et donc on a donné cette mention spéciale pour la contribution de votre quatuor à l'histoire de la bande dessinée, histoire qui s'est faite avec des belles revues comme Pilote. Alors, Patrick, merci de nous recevoir et peut-être nous parler de comment vous avez travaillé avec ces trois autres compères pour aboutir à Pilote, la naissance d'un journal. D'abord, merci pour cette mention spéciale, parce que ça nous fait chaud au cœur, vraiment, quoi, hein, parce que c'est le magazine Papier Nickelé est cher également à notre cœur, c'est le cas de le dire. Donc en fait, comment est né ce livre? Il se trouve qu'en 1996, j'ai fait les années Pilote. On y reviendra un petit peu comment tout ça est né, comment tout ça s'est construit au fil de quelques années. Le livre donc est sorti 96, ça fait presque 30 ans, aux éditions d'Argo, et en le découvrant, Christian Castelnic, s'est dit « Ah, mais il y a des choses qui sont intéressantes », et il est surtout tombé sur une reproduction du numéro 0, qui était à l'époque un numéro 0, mais qu'on n'avait pas reproduit comme on le fait dans La naissance d'un journal en grand format. Moi, je l'avais reproduit, parce qu'il y avait tellement de matière, en pas petit format, mais enfin, en tout cas, avec les conditions techniques de l'époque. Et en le découvrant, Christian s'est dit, mais il y a un numéro 0. Sur ce numéro 0, il y a une assemblée de messieurs. Alors on va s'apercevoir qu'au départ, c'est effectivement sur la photo, il n'y a que des messieurs en costume, cravate, et puis il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, enfin, il n'y a pas de femmes sur la photo, et puis on pourra y revenir aussi, la place des femmes dans ce journal. Et il décide de partir en quête de ce numéro 0. Or, il se trouvait que le numéro 0 que j'avais pu reproduire dans les années Pilote était le prêt d'un ami qui est Philippe Charrier, qui est donc le fils de Jean-Michel. Et donc toujours est-il que Christian commence à faire des recherches, commence à dire mais j'aimerais bien faire un livre sur cette histoire, mais écoute, je suis pas habitué à écrire, mais j'aime bien chercher. Et si on le faisait ensemble? J'ai dit écoute Christian, oui, sur le principe, mais faut déjà trouver un éditeur, faut le temps, et puis, ouais, mais tu serais d'accord? J'ai dit, écoute, je serais d'accord avec toi, parce que c'est quelqu'un adorable, qui est généreux, c'est vraiment le chercheur qui partage, voilà, vraiment. Et puis de fil en aiguille, les années ont passé, lui a continué à faire des recherches. Alors, il s'est fait un moment, presque une fixation sur le numéro 0, qui est sur le numéro 0. Quels sont les personnages photographiés, et on s'aperçoit d'une chose, c'est Christian qui trouve effectivement qu'il y a une sorte, pas d'écorché, mais dans un des premiers numéros du numéro 0, que je vais vous montrer immédiatement, vous avez donc cette photo. Voilà, ok. Donc là, qui est reproduite sur la couverture, hein, c'est ça. C'est le numéro 0 qu'on retrouve effectivement dans le livre La naissance. Voilà, c'est donc cette fameuse photo. Vous voyez quand même un public essentiellement masculin, voire totalement masculin, qui peut poser question aujourd'hui, mais qui se trouvait, voilà, c'est un petit peu reflet de l'époque. Et puis, parallèlement, vous avez l'équipe de Pilote. L'équipe de Pilote, qui est un extrait, donc toujours du numéro 0. Or, il se trouve que l'équipe de Pilote, les noms, les écorchés, ce n'est absolument pas ça. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Il y a notamment un manquant,
de taille. Oui. Il ne m'en voudra pas. Oui. Si j'appelle comme ça, c'est Jean-Michel Charlier. Ah d'accord. Jean-Michel Charlier n'est pas présent. Alors, on l'explique un peu dans le livre. Et donc, pour en revenir un petit peu à la jeunesse de l'ouvrage, donc on commence un petit peu à échanger, et puis Christian commence à vraiment multiplier les recherches et tout, et puis on en parle à certains éditeurs. Dargaud me dit, écoute, nous non, on le fera pas, mais on vous aidera. On vous aidera. Moi, j'ai les meilleurs rapports avec les éditions Dargaud, parce que je fais quand même un certain nombre d'ouvrages avec eux, mais reste à trouver un éditeur. Et là apparaît Michel Le Bailly. Alors Michel Le Bailly, que les gens de Papinité d'ailleurs connaissent, que c'est lui aussi un fidèle, Michel Le Bailly a tenu pendant des années la librairie Goscinny. Rue Goscinny, dans le 13e. Rue Goscinny. Hein, voilà. Il reste cette rue Goscinny avec les petits personnages, les onomatopées. À côté de la bibliothèque, la BNF. Ouais. Quoi, hein. Et donc, avait fait son bulletin de la revue, et avait notamment fait les interviews de Cabu, de Shakir, de Fred, etc. Enfin bon, c'était vraiment... et du coup, on avait lié un petit peu d'amitié, vraiment une vraie amitié entre Michel et moi. Le fait aussi qu'il recevait à un moment, évidemment, des membres de l'équipe pilote, et notamment un jour Christian Godard qui vient de nous quitter, auquel je pense énorme, et c'était comme ça. Résultat, ce livre est un petit peu, il se déroule chronologiquement après, puisqu'il couvre la période de pilote qui va démarrer donc en 1959 et va s'achever, on pourra en discuter, mais après 1989, et donc voilà, je dirais c'est la suite tout en se déroulant avant, dans tes épisodes, si on peut dire. Donc on a Christian Castelnix, Michel Le Bailly, moi, et Clément Lemoine. Que vient-il faire là-dedans, Clément ? Et Clément Lemoine, tout simplement, c'est le plus jeune de la bande, si je puis dire. C'est un garçon qui, lui aussi, est un chercheur qui trouve, et qui, à un moment, s'est passionné. Il n'a pas fait que ça, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un de vraiment qui, je vous dis, qui écrit, qui passionne, qui est scénariste également, et fait un livre sur Goscinny, absolument remarquable, aux éditions La Déviation. Alors, rappelons que La Déviation, c'est effectivement clin d'œil à Moebius, l'histoire qui passe dans Pilote, mais qui est, je dirais, une sorte de tournant entre Jean Giraud, Blueberry et Moebius, le côté science-fiction. La Déviation, donc, évidemment, Michel appelle ça les éditions La Déviation. Et donc, Clément propose un livre sur Goscinny à New York. Et là, je lis le livre, il y a Michel qui me dit, tu veux pas relire le livre de Clément, tu connais le sujet et tout. Je lis le sujet et je tombe quasiment à la renverse, parce que quasiment à chaque page, je découvre des choses où je complète des petites recherches, et je me dis, mais ce travail est remarquable. Parallèlement, il publie également tout le travail de Christian Castelnix, qui, en dehors de faire toutes les recherches sur le numéro 0, a également travaillé sur ce qu'il appelle la brasserie des copains, c'est-à-dire cette fameuse réunion à côté de l'Opéra, où il y a ce café où Goscinny est remis en cause pendant mai 68 par une partie, effectivement, de l'équipe, sauf que on découvre que les choses sont toujours un petit peu plus compliquées. Parfois on dit les choses sont blanches ou noires. Non, les choses sont grises, et généralement avec des nuances de gris. Et en fait, cette réunion, qui n'est pas une réunion pour mettre en cause le pouvoir de Goscinny, mais qui est tout simplement la possibilité pour le journal de continuer ou non. Quand des gens comme Jean-Claude Mézières, l'auteur de Valérian, ou Christian Godard vont sur place, c'est pas pour mettre en cause leur patron, ça n'aurait aucun sens. Si on réfléchit, le patron, il fait ça, t'es plus là. Donc non, c'était simplement de pouvoir, est-ce que le journal continue, est-ce qu'on va pouvoir nourrir notre gamin, etc. Donc Castelnix, Christian, fait ce livre sur la brasserie. Donc on a l'équipe. Mais donc, revenons maintenant à la naissance de Pilote, ou plutôt à la création de Pilote. Parce que avant Pilote existe
la naissance de Pilote, la préhistoire de Pilote, c'est ce qu'on essaye de montrer. D'une part, on s'aperçoit, moi quand j'avais travaillé dans les années Pilote, moi j'avais vu qu'effectivement, avant Pilote, il y avait eu des projets. Il y avait notamment un monsieur, et on fait vraiment, je dirais, la part belle, non seulement évidemment Goscinny, Dergeau, Charlier, qui sont connus, quoi, hein, puis après Georges Dargaud, un petit peu on le cite, mais non, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce trio, mais c'est également tous les gens qui gravitent autour, et qui sont parfois les méconnus, voire pour certains, ont disparu un petit peu de la photo de famille. Donc, le premier est un homme absolument fascinant, qui s'appelle François Cloteau. Alors, il se trouve que François Cloteau, le projet de Pilote, lui, il l'a envisagé, imaginé quasiment avant-guerre. C'est-à-dire que c'est un lecteur qui, effectivement, a découvert le journal Benjamin, donc par Jaboun, alias Jean Nouin, avant-guerre, qui est un grand journal assez classique, assez austère. Il y a peu de bandes dessinées, il y a beaucoup de textes, c'est à destination des enfants. Il part du principe que ça, effectivement, les enfants sont un peu moins idiots après avoir lu la version de ce périodique. Et puis il décide de faire, il a un parcours politique qui va, on va dire, on va balayer assez large, hein, mais d'une droite assez classique, voire une droite rigide, assez rigide, bon, parce qu'il n'est pas contre Mussolini, il était contre Hitler quand arrive la guerre, enfin bon, voilà. Et c'est quelqu'un qui commence à travailler, qui aura un parcours assez étonnant, parce que effectivement, pendant la guerre, finalement, il va rentrer dans la résistance, il va participer à la 2e DB, division blindée de Leclerc, etc. Donc c'est vraiment un parcours assez étonnant, et il se trouve que c'est quelqu'un qui est fasciné par la communication. Vraiment la communication, à telle enseigne qu'à un moment, il va se retrouver un des adjoints de Schuller et à L'Oréal Montsavon. Et là, il commence à travailler sur la communication. C'est, je dirais, après-guerre, c'est l'âge d'or de la réclame, ce qu'on appelle la réclame. Donc ça va être vraiment un facteur déterminant. Et à un moment, il y a l'équipe qui se recompose, il va quitter plus ou moins L'Oréal Montsavon tout en, je dirais, gardant beaucoup de contacts avec toute l'équipe, le monde de la radio, on va venir avec Radio Luxembourg, et il décide de faire effectivement un journal. Alors au départ, il devait s'appeler le Journal de Redon. Le projet commence à avancer. François Cloteau, que j'ai eu le bonheur vraiment d'interviewer dans les années 90, quand j'ai préparé les années Pilote, me racontait que lui, c'était son idée, c'était de faire une sorte de Paris-Match pour jeunes. Plutôt pré-ado alors du coup que ado. Alors, c'était un journal qui prend les enfants au sérieux. Au sérieux, et oui. Qui n'est pas forcément la partie bande dessinée, oui. Oui, mais elle n'était pas dominante pour le moment. Oui. C'est absolument pas dominante. Et donc, l'idée, c'était de trouver évidemment un support médiatique très important pour lui. Donc, ça a été évidemment Radio Luxembourg, quoi, hein. Et donc, on retrouve effectivement dans les premiers numéros de Pilote toute l'équipe de Radio Luxembourg. Enfin, pas toute l'équipe, mais enfin en tout cas un certain nombre d'auteurs. On retrouve aussi des sportifs. Donc on décide de faire un journal. C'est quoi? C'est un journal qui est essentiellement destiné quand même à un public de garçons, on va dire, hein. Même si après ça va un petit peu évoluer, mais pour l'instant c'est un garçon, un journal destiné à un public plus masculin, dirons-nous. On a ça, on a donc du Coupa, le footballeur, on a Rivière, le coureur cycliste. On a aussi Lucien Barnier, on a comme ça des reportages qui sont absolument sérieux, et puis on a des idées qu'on va piocher à droite, à gauche. Alors, à droite, à gauche, ça peut être parfois, il y avait une idée qu'avait effectivement développée François Cloteau, c'était dans sa première version du journal Pilote, qui s'appelait à peine encore Pilote, mais qui était vraiment dans les tuyaux, comme on dit, quoi, hein. On avait ce qu'on appelait l'idée du pilotorama.
Pilotorama, pour les lecteurs de pilotes qui l'ont été, on peut dire que ça a été une des grandes étapes. Oui. On revisite l'histoire l'histoire des technologies. Là, c'est sur un avion. Alors, voilà, ça c'est un écorché effectivement d'une voiture. On a aussi avec certaines entreprises, on a des avions évidemment, comme tu le dis. Et ça, ce journal, c'est quoi? C'est un journal anglais. Ah oui, Eagle. C'est un journal anglais qui est l'un des meilleurs périodiques de l'époque. Alors celui-là est un petit peu tardif, il date de 1960, mais il a été créé avant Pilote. Mais est-ce que l'idée du Pilotorama vient uniquement d'Eagle? Eh bien non, puisqu'on retrouve effectivement dans les reproduits là, dans cette naissance du journal, les premières idées d'un Pilotorama qui avait été ébauché par François Cloteau. François Cloteau, il se dit, il faut réunir une équipe. Donc on a vu une partie de Radio Luxembourg, bravo, super, c'est génial. Là, on va retrouver ici. Alors là, c'est Pilote. Voilà. Là, c'est un des premiers numéros de Pilote, version, effectivement, avant d'Argo, avec Marcel Faure. Marcel Faure, c'est Radio Luxembourg, c'est une des vedettes. Oui, Radio Luxembourg. Voilà, c'est ça. Et puis, j'en reviens justement à Radio Luxembourg, tant qu'à faire. Radio Luxembourg, en fait, avait déjà l'idée de faire un journal pour enfants dès, on va dire, avant Pilote, dès les années 50. Et là, je vous ai ressorti l'almanach Radio Luxembourg Télé de 1958, donc qui a été créé qui a été publié en 1957. Et on avait l'idée de faire un journal pour enfants. Avec là, il s'appelle Champion. Qui s'appelait Champion. Donc parmi, on va dire, la préhistoire du journal Pilote, eh bien, on a effectivement ce journal Champion. Où on a l'équipe, on a Dropi, par exemple. Là, il y a pas mal de bandes dessinées. Mais il y a un peu de bandes dessinées. Un peu. Il y a des jeux. Il y a les jeux avec Pierre Bellemare, etc. Qu'on retrouvera dans dans les premiers pilotes. Évidemment, Champion, c'est le pilote d'essai. Là, voilà, on y arrive. Et tout ça, finalement, ça va être pas la matrice, mais ça va être un des proto-pilotes. Avec là, on a le Bathyscaphe et tout. Parmi les illustrateurs, on a un certain Georges Pichard, qui se fera connaître plutôt pour ses bandes dessinées érotiques, etc. Le fameux Georges Pichard, qui va l'on retrouvera bien plus tard, voilà, avec la série Submerman, voilà, avec dessiné par Pichard sur un scénario de l'homme. Donc on a l'équipe qui se met en place. L'idée de Cloteau, c'est de faire un journal qui soit un petit peu le concurrent du Tintin et Spirou, mais qui sont belges, et qui a une dimension française, patriotique, disons-le. On est juste après-guerre. Et donc, reste une petite partie. C'est quoi la petite partie qui nous manque? La bande dessinée. On va feuilleter un peu cet album là où il y a beaucoup de photos. Donc là, on va voir, il y a un monsieur que je crois qui est un peu oublié, c'est Jean Hébrard. Peut-être nous en parler un petit peu. On le voit sur la photo. Totalement. C'est lui. Alors Charlier est encore absent. Là. Donc là, Jean Hébrard. Mais là, il y a Jean Hébrard avec sa cigarette. Un certain Goscinny en train de taper à la machine. Et Uderzo qui est en train de croquer le portrait de Goscinny. Il se trouve que Jean Hébrard est on va dire le 4e mousquetaire, voilà, qui a connu François Cloteau pendant la guerre, mais il se trouve que donc Jean Hébrard, lorsque Goscinny est remercié de manière un peu rapide, appelons ça comme ça, par Georges Troisfontaine qui qui a développé l'agence de presse WordPress. Donc ses copains Uderzo, Uderzo et Charlier décident de le suivre, décident de suivre Goscinny, et Jean Hébrard
qui est le 4e larron, qui est plus spécialisé dans les recherches publicitaires, etc., eh bien, décide de suivre la bande. Il se trouve que sans Jean Hébrard, il y aurait, je pense, il n'y aurait jamais eu, comme il y a eu François Cloteau, il n'y aurait jamais eu Pilote. Aussi simple que ça. C'est un peu la personne oubliée. Il se trouve que Jean Hébrard, sa mère, avait un immense café, enfin très grand café, place de la Bourse. Et lorsqu'elle est décédée, lui a hérité de ce grand café. Et comme c'était, évidemment, ça représentait quand même une fortune à l'époque. Cet argent-là a permis de créer une double agence publicitaire qui s'appelait Eddy Presse, Eddy France. Donc un destiné plus à destination de la presse et l'autre peut-être de l'édition, de la réclame, etc. Et donc ils vont commencer un petit peu à travailler ensemble. Ils ont vraiment énormément de mal à l'époque, parce qu'ils sont, n'oublions pas, mis sur la piste, enfin sur une sorte de liste noire, en disant, en gros, ce sont les emmerdeurs, hein, en gros, on va appeler ça de manière un peu grossière, mais c'est ça, ils revendiquent des droits pour les auteurs. Oui, le droit du scénariste, ça aboutit maintenant, mais c'est une longue histoire. Mais c'est une longue histoire, mais il se trouve que donc, ils essayent de faire des petites productions publicitaires, ils vont même d'ailleurs à un moment travailler avec Christian Godard, etc. Ce n'est pas facile pour eux, mais petit à petit, voilà, ils réussissent à faire une agence, une double agence. Là, intervient Cloteau qui leur dit, mais attendez, vous connaissez l'édition, vous connaissez un petit peu la bande dessinée, la partie bande dessinée, ça va être vous qui allez la gérer. Hein. Et parmi, dans le montage un peu folklorique, financier des premiers numéros de Pilote, eh bien, on a l'agence Eddy Presse, Eddy France, enfin, voilà. On a François Cloteau, on a aussi 2 imprimeurs de Montluçon, qui ne sont pas uniquement des imprimeurs Montluçon, on s'apercevra que c'est des gens qui ont eu un rôle très important pendant la guerre. On a Radio Luxembourg, on a ce petit montage un peu hétéroclite qui fait que, donc, effectivement, là, vous le voyez dans l'ouvrage, le fameux café providentiel qui va permettre de trouver un petit peu les fonds. Grand café de la Bourse. Le grand café de la Bourse. Alors maintenant, qui n'existe plus, mais on a un petit peu son cousin, si on peut dire. Là, effectivement, là, on a le schéma simplifié, évidemment, c'est un gag, vous avez compris, mais de tous les acteurs qui ont joué un rôle plus ou moins dans l'arrivée de Pilote. Voilà. Parce que à l'époque, effectivement, quand ils étaient à la WordPress, Hébrard, Goscinny, Uderzo et Charlier s'occupaient entre autres de la revue Pistola, qui était éditée par la WordPress. Quand tout le monde est remercié, je dirais en petit cadeau de départ, eh ben on leur dit, vous pouvez continuer Pistola. Ça a une petite importance, Pistola, parce que ça permet, d'une part, d'avoir effectivement commencé à envisager d'avoir des contacts dans la bande dessinée publicitaire. Là, on a les pattes Milia Frères, etc. On a la présentation de la rédaction, donc la présentation de la rédaction, le fameux Jean Hébrard, René Goscinny, Jean-Michel Charlier, Georges Langlais, Martial, Jean Lemoingue, etc. Ce sont et Victor Rubinon, c'est des auteurs qui apparaîtront dans à la fois Pistola, mais surtout dans Pilote. Et évidemment, n'oublions pas, évidemment, Albert Uderzo. Donc voilà, Jean Hébrard, je pense, est très 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 important dans cette histoire. Il y a aussi l'idée de faire un supplément illustré qui, hélas, capotera pour d'obscures raisons. Enfin, les obscures, elles sont pas si obscures que ça. Mais à l'époque, les kiosquiers réclament un petit peu de sous pour le plier, le mettre dans les journaux. Donc ça s'arrête. Mais tout ça, on va dire, c'est ce mélange un peu bizarre de projets mornés, etc., qui vont aboutir à ce fameux journal Pilote. C'est vers le numéro 0. Donc on a une photo, là, vous la voyez, c'est Jean Hébrard, Goscinny, Uderzo en train d'observer effectivement l'apparition du numéro Pilote. Et ça, c'est vraiment la maquette. Alors, on a vraiment... Et ce qu'il faut voir, c'est que dans cette maquette, avec encore un titre un petit peu rouge et tout, l'idée, c'est... On retient le Eagle qu'on avait vu tout à l'heure, on retient le Paris Match, on retient effectivement une rubrique
Ben, ça s'adresse aux jeunes gens, aux jeunes garçons essentiellement. Donc on a évidemment l'influence, on l'a deviné, de Charlier avec la partie aviation. Et puis on a des extraits du fameux supplément illustré que l'on a évoqué rapidement. Et là, on a une bande, par exemple, de Franquin et Goscinny, qui n'est pas reprise dans Pilote, mais qui était présente dans le supplément illustré. Et c'est un personnage, une sorte de garçon de bureau avec des espagnols. Sinou, ça c'est totalement oublié, ça. C'est complètement oublié. Ah, ouais, et c'est 55-56. D'accord. Un an avant un certain Gaston. Voilà. Donc on a ce projet qui est fait un peu de bric et de broc. C'est vraiment à l'état de maquette. Hein. Vous voyez, donc là il y a Martial qui était effectivement un de l'équipe. On a un essai comme ça. Je crois que c'était Christian Godard qui a participé. Christian Godard est la personne. Donc on le voit sur cette couverture du livre. C'est ce monsieur-là, voilà, c'est ce jeune homme qui était encore, hélas, il nous a quittés, mais c'était le dernier représentant du numéro 0, présent sur numéro 0. Et Christian Godard me racontait qu'il avait vu Goscinny peiner, parce que c'est un merveilleux scénariste, mais en dessin c'était parfois un petit peu plus difficile, tirer la langue pour commencer à faire les titres du journal. Là, donc on reprend et on reproduit un numéro 0, qui n'est qu'une étape, hein, donc qui ne s'est pas destiné même à être diffusé auprès des annonceurs. Mais bon, là on voit Marc Laurent, pilote d'essai, qui est vraiment le prémisse de la série Tanguy la Verdure. On remarquera que dans ce Marc Laurent, pilote d'essai, on a un personnage féminin. Donc on dit il n'y avait pas de femme dans Pilote. Ben, il se trouve que dans ce premier essai, on a effectivement Uderzo, qui est un merveilleux dessinateur, aussi à l'aise dans le domaine humoristique que dans le domaine réaliste. On a un extrait, parce qu'on est très copains à l'époque avec l'équipe de l'Atelier 69, donc avec Poivet, Nortier, etc. On reprend une page, mais c'est pas une page du journal Vaillant, Les Pionniers de l'Espérance, mais qui n'est pas à destination du futur Pilote publié. C'est juste un essai. On est bien d'accord. Bon, Jules Verne, ça on imagine Charlier, etc. Et qu'on a ce numéro, et puis là, de bric et de broc qu'on a découpé dans la presse, que ça soit notamment, évidemment, toute la production Opéra Mundi, la famille Léco, Blondy, et trucs, c'est histoire de meubler, comme on va dire. Hein. Bon, toute la partie historique. Là, on reconnaît la petite patte de Mouminou, qui est encore, va y participer un petit peu. Et la semaine de Rodolphe, parce qu'on ne sait pas encore si ça va s'appeler la semaine de Rodolphe, si ça va s'appeler le Pilote, mais on n'a pas oublié que Rodolphe, à l'époque, est encore connu. Va rapidement un peu disparaître des radars. Ce numéro 0, c'est l'exemplaire que m'avait confié à l'époque Philippe Charlier pour les années Pilote. On voit ce petit personnage. Ah oui, le roman de Renard. Le roman de Renard, le fameux roman de Renard. Qui a été avorté. Qui a été avorté, voilà, en fait, pour expliquons quand même un petit peu, c'est toujours le contenu du sport, des voitures, etc. Et pas de femmes, hein. Pas de femmes, très peu, sexe, en tout cas, alors le sexe, on n'en parle même pas, hein, on en trouvera beaucoup plus tard. Et là, il se trouve que donc l'idée, c'est de faire un journal qui exalte, enfin en tout cas qui, se centre sur la culture française au sens large. Et il y a Goscinny, plutôt Charlier et donc Goscinny et Uderzo qui décident de faire effectivement. Vous voyez, donc là, on va voir un petit peu plus loin, le Marc Laurent à nouveau, toujours la pub. Ah, le capitaine Bibobu. Le capitaine Bibobu de Goscinny. Voilà, là, malgré tout. Un peu essayé à la BD, mais il a dit voilà. Les Pirates des Caraïbes, c'est pas encore du Binon, vous aurez remarqué. Beaucoup de textes. Le Pilotorama. La télévision à l'école. Toujours.
toujours. Et ce fameux roman de Renard. Et le roman de Renard est historique, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, il faut parler de la culture française au sens large, etc., classique. Donc ça, c'est un peu la volonté de Cloto. Et donc on envisage une adaptation du roman de Renard dans un style animalier, donc de dessin magnifique du Derzo. Et texte de Goscinny, tout va bien, jusqu'à ce que l'un des deux, ou en tout cas un membre de l'équipe du futur journal, rencontre Jean Trubert, ou plutôt rencontre peut-être Poivet, qui lui dit « Mais le roman de Renard, votre idée, elle est formidable, mais il y a un autre dessinateur que vous connaissez, c'est Jean Trubert, qui est en train de le faire. La patatras, mince, il faut changer le fusil d'épaule, il faut trouver une idée, qu'est-ce qu'on va faire ?» On cogite. L'approche du véritable numéro 0 qui va être réalisé, distribué à quelques annonceurs, vraiment, on est à quelques semaines, quelques mois, il faut trouver une idée. Et l'idée, ils se réunissent, brainstorming. Maintenant, l'histoire est connue, hein, mais donc Goscinny et Uderzo se retrouvent donc dans l'HLM qu'habite Uderzo, il fait chaud, on boit un pastis ou autre, et puis on commence à discuter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'histoire, la préhistoire, non mais préhistoire. Qu'est-ce qui reste? Et puis l'idée c'est, on va faire les Gaulois. Et oui. On va faire les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois. Et puis on va faire les Gaulois, oui, mais alors les Gaulois, il y a les Romains, oui, il y a les Romains. Et puis alors les Gaulois, on va les appeler, on va les terminer par X, voilà, et puis, parce qu'alphabétix, c'est ça, de faire, et puis le premier personnage, ça va s'appeler Astérix. Parce que c'était l'idée, parfois il faut imprimer la légende plus que la réalité, j'en sais rien. Mais Goscinny aurait dit, si un jour il y a un dictionnaire de la bande dessinée, notre personnage sera parmi les premiers. Les premiers. Voilà. Ah, et c'est Astérix. Et puis, effectivement, les Romains en us, etc. Et puis, au départ, Uderzo dit, lui qui a fait Belois, qui a fait d'autres choses, qui a fait des personnages un peu musclés, qui a fait et tout, décide de faire un Gaulois qui est très costaud, et puis Goscinny dit, non, on va prendre le contre-pied. On va pas faire du anti-héros, l'expression n'est pas la mode, mais c'est un petit peu ça. Donc, on va effectivement faire un petit bonhomme râleur, et tout, et puis le faire valoir, ça va être le grand, un peu, pas bêta, mais un peu, voilà, qui suit et tout, qui est débonnaire et tout, c'est Obélix, quoi. On a la préparation, on a aussi l'annonce. Alors l'annonce, c'est historique. J'ai parlé de Radio Luxembourg. Voilà, télé, oui. Voilà. Donc l'almanach, avec une certaine Dalida. Dalida, quand même. Ah oui, d'accord, voilà. Très bien. C'est Dalida. C'est marqué, les confidences de Dalida. Et là, on trouve... Et là, on retrouve, effectivement, bon pour un abonnement de 3 mois pilote. 650 francs seulement. Voilà. Une affaire, au lieu de 980. Et là, on voit toute l'équipe. Et on voit toute l'équipe. Alors déjà, Astérix est là, voilà. On le voit là. Et tout à l'heure, je vous ai montré Marcel Faure. Oui. Voilà, une couverture. Là, on a le Marcel Faure. Là, on a effectivement Tanguy. Et là, on a le petit Rodolphe. Exact. Là, on a Petit Pat, qui est un peu qui est dessiné à l'époque par Jacques Dague sur un scénario de Raymond Forlani. On a évidemment le petit Gaulois. Voilà, il arrive. Qui est déjà là. Là, on a une série de personnages et de journalistes de Radio Luxembourg. Là, on a Pat Lemousse, série méconnue, enfin histoire méconnue, parce qu'il n'y a qu'un épisode, donc dessiné par Christian Godard. Là, on a Cochise. Là, on a Bertret et Ledrin, qui sont des journalistes de Radio Luxembourg. Et là, on a un personnage de pirate. D'après vous, d'après toi? Alors là, difficile, je donne ma langue au chat. Barbe Rouge. Barbe Rouge. Non, en fait, non. Parce que Barbe Rouge, oui, c'est le Barbe Rouge, sans être le Barbe Rouge. Oui, c'est l'idée d'avoir une série de pirates, sauf que Hubinon, qui est déjà complètement saturé de boulot avec sa série Bug Danny, etc., dans Spirou, qui a accepté de participer à Pilote parce que il y a ses copains, et puis toujours son copain Charlier, on n'a pas encore rendu les planches. Donc, en fait, ce dessin, c'est un Barbe Rouge avant Barbe Rouge, dessiné par Uderzo. Ça va bouillir, qui est donc Zapimax.
grande vedette de Radio Luxembourg. Donc on voit vraiment l'importance dans les premiers numéros de Pilote de Radio Luxembourg. Ça, c'est la version imprimée. Tout ce qu'on a vu, c'était des essais. Voilà, avec effectivement Astérix. Avec effectivement Marcel Faure, Astérix, la fameuse équipe qu'on reproduit sur la couverture. Qui est qui Donc au centre, il faut savoir que c'est François Cloteau. Là, nous avons Jean Hébrard. Là, nous avons Uderzo. Là, nous avons Goscinny, qui fait un peu preuve de fantaisie. C'est le seul qui a posé délicatement son impair. Ah oui. Il devait pleuvoir ce jour-là, même si la photo a sans doute été prise en plein été. Donc, a posé son impair. Petite fantaisie, si on peut dire. Et voyez un peu le côté un petit peu du texte, pas mal de texte quand même. On est plus dans un journal à la Paris Match. À la Paris Match. Là, alors, on a première planche de BD, c'est Michel Tanguy. Première planche, c'est Michel Tanguy. Là, on a un texte de Paul Guth qui coûtera une fortune et qui sera remplacé très vite par inédit. Voilà, un conte inédit, mais il paraît que effectivement, c'était un de ceux qui se faisait payer. Paul Guth à l'époque était très connu, un peu cher. Toute la partie, toujours les journalistes de Radio Luxembourg, la partie scientifique, alors, le fameux démon des Caraïbes, enfin, Hubinon a rendu en temps et en heure, Charlier avait lui aussi rendu en temps et en heure ses histoires de démons des Caraïbes, et tout ça, entre ce que j'ai pu vous montrer dans l'almanach de Radio Luxembourg et ce numéro 0, c'est quelques semaines, il faut le savoir. Mais voilà, Pistolat, donc ça c'est un extrait, puisqu'ils ont eu dans la corbeille le fameux Pistolat. Une petite rubrique sur la télévision, qui est encore balbutiante. Pilote a le sourire. On retrouve encore le fameux Rodolphe. Les aventures du petit Nicolas, Sampé et Goscinny, qui ont notamment été publiés dans Sud-Ouest, dans le quotidien Sud-Ouest, et Sud-Ouest Dimanche. Marcel Faure, le fameux Marcel Faure. Dupoyvet, comme je vous ai expliqué, ils sont très liés aussi avec toute la bande des Pyramides, dans l'atelier des Pyramides, donc ça soit Polyvet, que ça soit Nortier, etc. Le fameux Pilotorama, une double page, sur Orly, l'aéroport. Toujours, effectivement, des emplacements pour d'éventuelles publicités. Ah, puis enfin, voilà, la première planche mythique d'Astérix le Gaulois, qui n'est pas, à la différence par la suite, qui n'est pas publié en dernière page. Et oui, voilà. Là, il se trouve qu'on a effectivement Astérix le Gaulois avec cette fameuse couverture Marcel Faure. Là, il n'y a qu'une planche par rapport à Tanguy Laverdoux, généralement, ou les histoires réalistes qui sont en double page. Là, il n'y a qu'une seule page, mais elle est quand même une place privilégiée. Et ça, c'est le lancement. Voilà, c'est le pilote numéro 1, qui vaut très cher sur Internet. Hein, qui vaut sans doute très cher. Plus d'une centaine d'euros sur le trouve, et surtout, vous voyez, ça, vous avez Marcel Faure, vous avez en fait beaucoup de personnages qui étaient déjà apparus dans l'almanach de Radio Luxembourg. Et ça, c'est un journal. Voilà. Alors, effectivement, c'est le revoyons ce numéro. Voilà, on retrouve donc Michel Tanguy, on retrouve un reportage écrit par Jean-Michel Charlier. Bon, il a toujours sa marotte sur l'aviation, la marine, l'histoire réaliste. L'important de Charlier, parce qu'on dit parfois le journal qui a été créé par Goscinny, non, c'est un travail d'équipe. C'est Charlier, c'est Goscinny, c'est Uderzo, c'est Jean Hébrard. Grand scénariste. Aussi Jean Hébrard. Et on a eu énormément de chance. Et ça, c'est aussi le travail de Clément Lemoine, de justement retrouver la famille Hébrard, qui nous a ouvert toutes ces archives. Donc là, ce sont des bandes dessinées qu'on a un peu oubliées. En bichromie, alors souvent. Alors souvent en bichromie, pour des raisons de coût, tout simplement. Là, c'est jaune, bleu, bison noir. Alors bison noir, ça c'est Nortier, sur des textes de Bertret et Ledrin, qui sont plus spécialisés comme journalistes radio. Mais là, c'est l'équipe, effectivement, Nortier fait partie de l'équipe avec... Petit pas de gamin de Paris, on l'a un peu oublié, donc c'est des dessins de Dag, c'est ça? Jacques Dag. Jacques Dag, qui a été pendant longtemps un des illustrateurs attitrés de L'Oréal Monsavon, où œuvrait François Cloteau.
Donc oui, c'est tout un univers de gens. On a l'impression d'avoir une grande pelote. Enfin, on s'est retrouvé avec une grande pelote. Ah voilà, le premier. En fait. C'est-à-dire que dans le numéro 0, on avait Orly. Et là, on a un vaisseau grand siècle. Ah, oui. C'est l'équipe, l'influence encore de Radio Luxembourg. Pierre Bellemare, et puis le petit Nicolas, etc. Et le petit Nicolas, Astérix le Gaulois, qui n'est pas encore en 4e de couverture, mais qui va évidemment tout. L'arrivée, Paul Gut a laissé la place à Pierre Véry, remarquable écrivain, peut-être un des plus grands. Poivet, une histoire de science-fiction, et un jeu concours avec Esso, illustré par JDM. Ah oui, déjà quelque JDM part de voitures déjà. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez curieux parce que quand on réfléchit bien. En dehors de cette pub de JDM, etc., qui est connue notamment pour sa série Sophie, Starter et tout dans Spirou, mais on retrouve Hubinon et Charlier qui travaillent en parallèle dans Spirou. On va retrouver, bien sûr, Dutilieu, avec le feuilleton Ça va bouillir, qui est avec Zapimax, etc. Donc on a vraiment une série de presque placée sous des bonnes étoiles, en tout cas, de tout ce qui se fait de mieux et de plus novateur dans la presse de l'époque. Et là, on a les références, les ours, etc. On a 10 semaines pour fidéliser, donc il faut faire effectivement le lancement par Radio Luxembourg. Là, on voit, alors l'exemple même, là, c'est en tout petit, mais vous voyez un peu là, c'est plein de petites voitures, c'est à destination d'une part du public de Esso, qui est un des grands sponsors, et puis le fait que les petites voitures, c'est plus pour les petits garçons et tout. On n'est pas encore... Voilà. Le lancement. Alors, le lancement via le concours, là, on a quand même une femme, là, qui est quand même pas... C'est pas n'importe qui, hein. C'est Joséphine Becker. Ah oui. Joséphine Becker participe au lancement de Pilote. Alors là, je voudrais juste montrer, parce que parmi les photographes, ça c'est tout le travail du quatuor, entre autres de Clément, on a retrouvé effectivement la famille de Monsieur Rougol, le photographe, qui est le photographe à Pilote, et qui a photographié toute l'équipe de Pilote, mais l'équipe de la rédaction. Au travail. Donc ça veut dire beaucoup de secrétaires, ça beaucoup de femmes, voilà. Beaucoup c'est vraiment le travail au quotidien. On a effectivement, là c'est Henri Dimpre, qui est donc un des dessinateurs de Pilotorama. Là, Jean-Michel Charlier, qui lui, là on voit son importance dans les Pilotoramas. Ça l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est lui qui fait tous les textes. Vous allez voir par la suite le bus pilote. On a d'autres photos. Là, cette photo remarquable. Uderzo avec un portrait de Goscinny. Goscinny en Astérix. Voilà. Et donc voilà, il y a cet ouvrage hors commerce, je précise, qui n'est pas du tout destiné à être vendu. Qui est complémentaire de cet album. En fait, ce sont des photos qu'on n'a pas forcément toujours mis dans l'ouvrage. Oui, parce que là, il fait quand même près de 300 pages, l'ouvrage. Il fait 300 pages. Mais donc là, effectivement... Voilà. Et alors, on arrive à Georges Dargaud. Alors oui, parler effectivement de la transition. Parler de Georges Dargaud, parce que qui est Georges Dargaud? Eh bien, en fait, c'est simple. Pilote, c'est un journal qui, dès le départ, fonctionne... Notre ami Charlier disait qu'il s'est vendu à 300 000 exemplaires en quelques heures. À voir. Mais enfin, en tout cas, c'est un succès. Mais c'est un succès qui, compte tenu de son ambition, coûte très, très cher. Parce que les journalistes de Radio Luxembourg, ils ne sont pas payés comme les dessinateurs de BD. Donc, ils sont du vrai argent, si je puis dire. Donc, déjà, premier point. Ensuite, des exclusivités. On a parlé de Paul Gut qui a coûté très cher. Bon, le côté roman, le côté photo, le côté fabrication, tout ça coûte des sous. Donc on a un peu de sous, mais pas tant que ça. Et quand on fait appel à Raymond Coppa pour faire des reportages, lui aussi. Donc ça coûte très cher, il y a beaucoup d'ambition. François Cloteau a beaucoup d'ambition, mais arrive un moment, il se heurte à la réalité des chiffres. Notamment les NMPP qui tardent à payer,
Et Pilote commence au bout de quelques mois, elle est un peu tirée à la langue. Jean Hébrard, qui a mis tout son argent, qu'il avait évidemment hérité de la vente de son café et tout, commence à être, on en parle dans le livre, commence à être mal en me disant mais je vais avoir plus rien, je vais être ruiné et tout. Et à un moment, on envisage que ou on arrête Pilote après moins d'1 an d'exercice, ou on trouve un repreneur. Ouais. Alors, pour trouver un repreneur, c'est simple. Il y a Charlier qui va commencer à prendre son bâton de pèlerin, qui va aller voir Dupuis. À l'époque, Charles Dupuis se dit que, ce journal qui publie, effectivement, tout comme Spirou, mais qui publie du Tillieux, du Hubinon, etc., ça serait bien qu'on puisse le reprendre. Et en fait, oui, sauf que le frère Paul Dupuis dit non, moi je suis contre, ça va coûter, on ne connaît pas le truc, le passif est quand même là, on n'est pas là pour financer un concurrent, ça s'arrête là. Il y a Tintin. En Tintin, Raymond Leblanc se dit faut voir, mais moi de toute façon, moi j'ai mon journal Tintin. Oui, c'était suffisant quand même. Qui est la version belge. Or, il y a une dimension, on va dire, psychologique qui joue très très fort. C'est Georges Dargaud. Georges Dargaud se dit, mais moi je publie le journal Tintin, la version française, mais je ne cite pas le créateur. Et lui, il rêve effectivement d'avoir son propre journal. Quand je dis il rêve d'avoir son propre journal, il l'a eu, mais des années avant. Là, voilà. C'était quoi? C'était... Alors là, c'est un truc improbable. Oui. C'est un roman sentimental, oui. L'Almanach des Heures Joyeuses, de 1947, qui est un peu piqué. Chaque jeudi, un jour de fête pour les enfants qui lisent Bob et Bobette. Bob et Bobette, ce ne sont pas les personnages de Vendeur Style. Ce sont les personnages de Loïs Pétiot. Donc, tout comme Raymond Leblanc dans le Tintin belge, Georges Dargaud a commencé dans la presse sentimentale. A eu un moment la possibilité de publier la version française du journal, l'édition française du journal Tintin. Mais rêve d'avoir, lui, son propre journal. Et, du coup, va décider de mettre la main à la poche. Alors, on dit qu'il a racheté pour un franc symbolique. C'est un mythe, ça, c'est vrai ou pas vrai? C'est vrai, c'est pas vrai. Ah bon. On l'explique tout, on ne va pas le développer là. C'est dans le livre. Il faut lire le livre, c'est-à-dire qu'en fait, le rachat ne s'est pas fait, paf, demain on publie. Non, il apparaît effectivement dans l'Ours dès la fin 1960, donc en gros, juste 1 an après l'apparition du journal Le Pilote. Mais ce n'est pas aussi simple. En fait, ça va se faire par étapes. Il se trouve que là, on a découvert, on le présente aussi, c'est que Dargaud était associé, comme je vous l'ai expliqué, avec Raymond Leblanc. Il se trouve que donc, dans la reprise du journal Pilote, on a Raymond Leblanc. Et il y aura d'ailleurs une version belge, avec des pubs différentes et tout, du journal Pilote. Donc, le journal Pilote va effectivement se développer. Dargaud décide de faire un journal un peu plus dans l'air du temps, parce qu'en 62 arrive un nouveau phénomène, c'est la presse yéyé. Donc c'est Salut les copains. Donc il se dit, pour faire jeune, pour séduire le public jeune, on va faire un Pilote, mais on va changer tout, on va mettre de moins en moins de dessins, et puis on va mettre des photos de vedettes. Un bide. Les gens qui s'intéressent à la BD délaissent un peu Pilote. Les gens qui s'intéressent aux vedettes achètent Salut les copains. Retour, grand virage. Et là, on dit à Goscinny et Charlier, écoutez, c'est simple, ou vous passez rédacteur en chef, ou vous occupez en tout cas du contenu, ou on arrête. Et donc, ils continuent, ils deviennent, et c'est là que Pilote va devenir, à partir de 63-64, le journal qui accueille Jean Giraud, donc la série Blueberry, scénarisée par Charlier, va accueillir des gens comme Fred,
transfuge de la presse harakiri, à un moment, c'est un petit peu plus tard, mais ça joue à quelques mois, et tout, tout simplement parce que Fred, le journal harakiri a été interdit par la censure. Donc, on arrivait de Fred, arrivé bientôt vers 66, 67, de personnes comme Linus, alias Pierre Christin, ouais. et Jean-Claude Mézières, etc., etc. Donc on a aussi un petit peu après l'arrivée du concombre masqué. Et oui, voilà. Alors, on va voir quelques couvertures iconiques de pilotes. Voilà, là c'est un personnage qui est apparu dans le journal Vaillant. Ouais. Donc on a parlé des transfuges. Là, c'est l'exemple même. C'est effectivement le Nikita Mandrika qui va porter évidemment tout. On a l'arrivée d'une nouvelle génération. Là, on a Alexis. Une magnifique couverture des voyages dans l'espace-temps. Et derrière, en quatrième de couverture, on a évidemment le Grand Duduche, qui est apparu dès 63 dans des rubriques le potage est servi, la potagologie, écrite par Goscinny. Et là, après, effectivement, son personnage de Grand Duduche. On a, en fait, ce qui va devenir, à partir de 64-65, le journal d'Astérix et Obélix. Ah oui, ça apparaît maintenant, clairement. Ouais, effectivement. Et donc, on est passé du journal des jeunes à de l'an 2000. Bon, là, on s'approche de l'an 2000. Mais là, on retrouve avec, effectivement, une couverture de Mick de Lynx. Ah oui. Représentant un certain Obélix gourmand. C'est vrai que c'est des couvertures assez magnifiques. Hein. Et là, en quatrième de couverture, on met qui pour celui-là? Alors on a la suite. On a la suite parce que c'est un numéro un peu thématique. Voilà. Hein, sur ils vont faire que vous dévorerez tout sur la gastronomie. Voilà. Et puis on a quand même enfin, il était temps. Ah oui. Hein, alors, Claire Bretéché qui apparaît. Claire Bretéché qui apparaît avec son personnage de cellulite. Il faut savoir que, en fait, Claire Bretéché, qui avait fait ses débuts, notamment dans la presse catholique d'ailleurs, donc avait fait ses premiers dessins dans le Pèlerin, dans Record, journal Record, qui avait également fait des dessins dans le journal de Spirou avec Raoul Cauvin, les Gnangnans, avait également travaillé avec Goscinny sur une bande dessinée qui était parue dans L'Os à Moelle, donc la revue de Pierre Dac, et qui s'appelait Facteur Rhésus. Donc on a effectivement cellulite, couverture de Claire Bretéché. Et puis on a une nouvelle génération, encore. On a des gens comme Auclair, on a Tardy qui apparaît. Qui se sentira jamais vraiment à l'aise et qui ira assez vite ailleurs, parce que il s'entend pas avec. On va le retrouver dans la suivre surtout. On va le retrouver dans la suivre, mais avant on le retrouve aussi dans la presse toujours catholique, dans le journal Record. Il fait avec Claude Verrien, qui est. Et puis voilà, tout ça constitue ce qu'on peut appeler. Feu d'artifice. Alors là, on voit les principaux héros de pilote qui viennent. Il y a Achille Talon aussi, qui est une espèce de méta-discours sur la vie d'un journal avec un personnage d'intellectuel un peu déjanté. C'est quand même un grand moment, Achille Talon. Il suffit de demander. Voilà, avec la statue, l'égocentrisme et avec dans Achille Talon, Greg représente Goscinny qui pique des crises de nerfs régulièrement face à Achille Talon. Qui est le petit nerveux. Alors que Charlier, lui, pense plutôt à manger ses sandwichs qui débordent de partout. Et donc Goscinny acceptait d'être caricaturé comme ça. Il avait un grand sens de l'humour quand même. Goscinny, d'abord, a toujours eu beaucoup d'humour. Un peu moins quand effectivement il s'est retrouvé en 68 mis en accusation avec de manière un petit peu injuste, mais ça lisez La brasserie des copains de Christian Castelnic aux éditions La Déviation. Mais voilà, donc tout ça forme un journal qui fait passer progressivement dans sa version hebdomadaire la bande dessinée de l'enfance à l'adolescence et presque à l'âge adulte. Tout ça va se poursuivre jusqu'en 73. À partir de 73, on a eu le phénomène de la presse adulte qui est arrivé, l'un d'Engrande dès les fins des années 60, début des années 70. La concurrence, notamment de la presse des éditions du Square, que ça soit Charlie Manson, lancé en 1969.
l'apparition de l'underground vraiment pur et dur, si je puis dire, du journal actuel, dans lequel on retrouve même des couvertures de Gottlieb, etc. On retrouve du Crumb, on retrouve du Shelton, on retrouve du Hunt Emerson, on retrouve du Corben, on retrouve aussi un génie qui ne sera jamais dans Pilote, mais qui s'appelle Francis Mass. On a 72, le lancement de l'Écho des Savanes, qui évidemment, quand arrive l'Écho des Savanes, qui en fait est né d'un malentendu. Et puis après, il y a toute la presse adulte. Quelqu'un comme Jean Mulatier, par exemple, Morchouane et Ricord, qui faisaient les grandes gueules, voilà, décident de créer un journal qui va s'appeler Mormoile. Donc ils font, voilà, c'est en fait l'éclatement de l'équipe. Tout ça solidement entretenu par la presse du square et notamment Cavana. Il se trouve que Cavana Bernier étaient très copains pendant une époque, au début des années 60, avec l'équipe de Pilote. On ne le sait pas, mais c'était ça. Donc ils se sont même réunis ensemble et donc ils ont fait même des bouffes et tout ça par l'intermédiaire de Cabu. De Cabu est dans les deux. Sauf qu'à un moment, il y a un article dans Le Monde de Bergerot qui dénonce Pilote comme suppôt du capitalisme à la solde du gouvernement, etc. Bon, ce qui est amusant, c'est que quand on voit effectivement des bandes dessinées politiques de Pilote, là c'est une bande dessinée, alors on ne voit pas, mais c'est dessiné par Parras, sur un scénario de Guy Vidal. Particularité, c'est sans doute une des premières fois où à la fin de l'histoire, un personnage de série meurt, est assassiné. Ok, voilà. Politique fiction. Voilà. Alors c'est une politique fiction et la bande dessinée, c'est Tu n'es pas le bon Dieu, petit chinois. Étonnant. Qui mériterait véritablement de Yann MacDonald, qui mériterait d'être réédité. Donc en fait, on a effectivement les ventes de Pilote s'effritent, on décide de passer mensuel. Là, le journal va se poursuivre un temps. Le mensuel est très intéressant, mais va évoluer. C'est ce qu'on appelle les années Guy Vidal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, à partir de 74 jusqu'à 81, ça va être effectivement l'introduction d'un ton un peu plus littéraire, des gens qu'on retrouve de tous horizons politiques. En plus, avec Guy, ça pouvait être Jackie Redon, ça pouvait être Desproges, ça pouvait être vraiment, on retrouve ça dans le mensuel. Et puis ça va se poursuivre. Guy va rester chez Dargaud, mais après ça va être repris. Les ventes continuent de s'effriter. Vers 82, Dargaud rachète Charlie Mensuel, ironie de l'histoire, parce qu'on sait les rapports parfois un peu compliqués, change complètement la version c'est un nouveau Charlie Mensuel, dans lequel on retrouve effectivement la quête de l'oiseau du temps, enfin c'est le côté grande aventure qui n'a plus rien à voir avec les premiers Charlie Mensuel. Bon, donc après, les ventes continuent. On est dans le phénomène des années 80. Les années 80, la grande difficulté de toutes ces revues pour adultes, y compris même certaines revues pour enfants, c'est qu'ils ont commencé, on a glissé d'un phénomène de presse à un phénomène d'édition. C'est-à-dire, en gros, de moins en moins des journaux qui ont des tirages de plus en plus faibles et de plus en plus de titres, d'albums. Et les albums, parfois, paraissaient alors que l'histoire n'était pas terminée dans la revue. Résultat, les gens qui voulaient lire une histoire qui les intéressait, attendaient ou achetaient l'album et n'allaient pas acheter ou Pilote ou Métal Hurlant, voire à suivre. Voilà. Et donc ça a été vraiment la disparition, on dirait presque programmée, à laquelle on sort un peu de notre sujet, mais on peut imaginer que les éditeurs voyaient d'un mauvais œil tous ces auteurs qui avaient des revendications en travaillant dans la presse, d'être considérés comme journalistes, d'avoir leur carte de journaliste, le statut de journaliste, et tout ça coûtait beaucoup de sous aux éditeurs qui préféraient, voilà. Donc on a un changement de paradigme qui arrive là. Et tout ça est né de ce journal Pilote, qui à la fin s'amusait à réfléchir, et qui s'est un moment amusé à revenir. Et qui s'amusait à revenir, là j'ai un exemple, mais voilà.
là, on a différents spéciaux. Je vous ai sorti celui-ci, mais j'aurais pu en sortir d'autres. Mais puisqu'on a parlé de Cabu, voilà, c'est mai 68. Mai 68. Voilà. Et le journal qui s'amuse à lancer un pavé, et lorsqu'il a été repris en 2003. En 2003, ça. Là, c'est un numéro de 2008, parce que là, c'est de temps en temps, il y a un numéro de pilote qui revient. Voilà, qui revient. Donc le premier, c'était qui s'amuse à revenir, c'était en 2003, et puis c'était la possibilité à la fois de mélanger les générations, comme avait pu faire d'ailleurs le pilote d'origine, hein, c'est-à-dire que à la fois les grands anciens, si on peut dire, que ça soit Giroud, que ça soit Cabu, Gottlieb, etc., Mézières et d'autres, et puis dedans, on retrouve du Larsenet, on retrouve du Jules, on retrouve... Il y a du vintage, il republie des anciennes choses, c'est ça? Des anciennes histoires. Et des nouveaux auteurs. C'est un peu ce qu'a fait Métal Hurlant, d'ailleurs, quand Métal Hurlant revient au début, Métal Hurlant est sur cette formule. Voilà, on a, dans les grands anciens, on a effectivement du Philémon. Du Philémon. On parlait de Fred. Oui, c'est intéressant de mélanger le patrimoine et le... c'est le fait, c'était le projet qu'avait notamment à un moment mon regretté et grand ami Guy Vidal, avec la collection Poisson Pilote. C'est un livre d'amitié et de fraternité entre la bande des quatre, si on peut dire. Voilà. Et puis la jonction avec effectivement les années pilotes. Donc en gros, l'idée avec Michel Le Bailly, c'était bon, il n'y a pas du tout d'orgueil dans ce que je raconte, hein, du tout. C'est pas le genre de la maison, mais c'était l'idée en fait de pouvoir présenter les deux côte à côte dans la bibliothèque. C'est le même format. Alors avec le petit bémol, c'est que vos années pilotes, Patrick, c'est épuisé, c'est pas réédité, et ça mériterait une réédition. Vous y planchez déjà un peu ou pas? Non, je ne suis pas dessus, mais j'avoue que j'aimerais bien le pourquoi pas. Sauf que il faut du temps pour tout ça. Mais si je le faisais, ça serait un peu différent. C'est-à-dire que je garderais effectivement toute la partie témoignage des auteurs, parce que c'est la grande force de ce livre, c'était qu'il a été réalisé, il a été publié en 96, et à l'époque, il y avait tous les grands anciens qui étaient là. Oui, vous les avez eus, et puis c'est une approche chronologique, année par année. Hein. Donc celle-là, on pourrait peut-être la faire un petit peu différemment. La maquette mériterait aussi d'être... parce qu'on ne fait pas un livre de 96, on le fait plus le même 30 ans après. Donc ça peut être maquette. C'est aussi peut-être élaguer peut-être certaines parties et puis rajouter des petites choses, parce que justement en travaillant avec mes compères, on a encore découvert autre chose, et puis le témoignage effectivement de la famille Hébrard, ça a été un bonheur. On a retrouvé aussi grâce à Cloto, grâce aux petites photos qu'on a pu montrer tout à l'heure de ce photographe Pierre Rougol. Voilà, il y a de matière à faire. Il y a matière à faire. Est-ce que après tout ça coûte de l'argent? Est-ce qu'il y a encore des éditeurs susceptibles de le faire? C'est pas évident. Alors... donc on va dire que c'est un témoignage. Si vous pouvez le trouver, écoutez, bon courage. On trouve d'occasion encore, mais on en parlera. On le trouve d'occasion. Oui. Voilà, mais en tout cas maintenant, lisez la nouveauté, effectivement. La nouveauté qui est la préhistoire. La préhistoire, revenir à la préhistoire d'un journal qui ne revient pas. Hein, on est d'accord, il n'y a pas de nouveauté de reprise de pilote pour l'instant. Il n'y a pas de contrairement à Métal qui s'installe, pilote, c'est et je termine en disant qu'il faut vraiment soutenir l'aviation, qui est vraiment un éditeur tout à fait modeste, Michel Le Bailly, qui fait aussi du polar, etc. Et ce livre, je veux dire, est il est juste exceptionnel par ses recherches, par son contenu et tout, et mérite d'être
peut-être mieux connu, diffusé, etc. Donc, lisez-le, achetez-le, consultez-le en bibliothèque. Demandez à vos bibliothécaires de l'acheter. Allez l'acheter chez les libraires. Alors, on va rappeler, merci Patrick Gomer de nous avoir reçus. Merci de m'accueillir. Enfin, vous allez dire. C'est vous qui m'accueillez, mais c'est vrai que du coup, on a repassé toute une séance nostalgique sur tout un pan de l'histoire du 9e art, et c'est important de le faire. Donc, on va saluer Christian Castelnic, on va saluer Clément Lemoine, on a des entretiens avec Clément dans notre podcast, et on salue Michel Lebailly, qui est l'éditeur, le webmaster de Papier Nickelé, en disant que, on rappelle que Pilote, la naissance du journal, est une mention spéciale du prix Papier Nickelé 2024, et c'est largement mérité, édition La Déviation. Patrick Gomer, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie, Stéphane. Merci encore.